François Bon, atelier d'écriture, cycle été 2024 de tiers livre. On en est à la 28e proposition. On est presque à un mois de travail. 28, donc on va aller jusqu'à la 40e proposition. C'est un ensemble et on est dans la 27, 28 et encore 29. On est dans un moment très particulier parce que on reprend tout ça à plein bras et on serre pour que ça gicle, excusez-moi, des métaphores, mais il s'agit bien de commencer à instaurer là, très à tâtons, compte tenu de la diversité des voix, la diversité des textes, des plus de 1600 contributions en ligne, non pas de rassembler et de dire qu'est-ce que ça définit comme livre. Ça, évidemment, ça marche pas, on explore comme ça, mais chaque fois, ce que vous mettez au travail, c'est vous-même, c'est ce qui vous travaille à l'intérieur, et c'est ça qu'il s'agit d'aller rechercher avec des 3 propositions qui sont à tâtons. Mais là, je suis plein d'enthousiasme, puisque je viens de lire là les premières contributions, 12 dans la nuit, à la proposition 27 d'hier, à partir du Saint-Euryde de Manganelli. Donc, des écritures qui font appel à ces propositions déjà, ces contributions déjà écrites. C'est-à-dire, vous avez, si vous en êtes à la 28, déjà tout cet ensemble-là de travailler, publier, eh bien, on écrit, on continue d'explorer des formes et des propositions qui peuvent valoir en tant que telles, mais nous, on va s'en servir d'une façon détournée en essayant d'aller hier. Comment, à partir du Saint-Euryde de Manganelli, on pouvait aller faire des sortes de prologues à des textes existants, mais pas un ensemble, non, 3 de ces prologues à des contributions existantes, justement pour laisser ça dans la diversité, laisser ça dans l'éclatement, c'est ça que je voudrais faire aujourd'hui. Alors on va un peu monter la sauce, j'aimerais bien que ce soit non pas 3 mais 5, c'est pas si important, mais cette question du fractionnement, c'est justement ça et ça seulement qui peut nous permettre d'entrer dans une unité plurielle. Et quand on bosse la littérature, quand on bosse nos auteurs, je pense que c'est peut-être ça qui est le plus délicat, le plus difficile, c'est d'aller rejoindre comment des espèces de nappes pragmatiques, des nappes peuvent rester indépendantes, glisser les unes sur les autres, se superposer, mais en gardant une ligne noire au milieu, comme dans les peintures de Dubuffet ou Chessac. Et à ce moment-là, on comprend un auteur parce qu'on comprend ce qui est résistif, ce qui ne colle pas, ce qui ne s'imbrique pas dans le puzzle. Et est-ce qu'on peut ramener ça à notre propre usage ? Alors, là, je voulais vous proposer aujourd'hui, pour cette 28, de travailler sur Édouard Levé ou avec Édouard Levé. Toute brève présentation d'abord, s'il en est besoin. Édouard Levé, pour ceux de ma génération, là d'abord, on en a entendu parler, on a vu son travail d'abord comme photographe. On a un livre là qui est présenté tête bêche d'ailleurs sur son travail, le travail le plus emblématique, enfin celui moi par lequel je l'ai connu. Il y a en France un village qui s'appelle Angoisse. Et il y a plein de villages comme ça qui ont des noms, qui ont des fonctions, et je connais plusieurs photographes qui sont rendus comme ça, y compris d'ailleurs l'Atlas d'Éric Taboukin et le Limonier. Je ne sais pas s'ils sont allés à Angoisse, mais ils ont travaillé aussi sur cette onomastique là, des noms de villages. Et il y en a un autre qui s'appelle Bonheur. Oui, mais lui, il est allé à Angoisse. C'est-à-dire qu'on photographie ce qui est totalement archétype. Voilà, c'est quoi ? C'est un champ de maïs avec une église au loin, et puis l'épicerie du village, et puis ces volets des années 70, deux fermés, un ouvert, où ces vieilles bicoques qui meurent chaque fois dans tous nos petits villages partout, et puis le monument aux morts, et puis le groupe scolaire. Et là, qu'est-ce qui peut s'agir ? La piscine municipale, etc. Metz, Angoisse, 24 août à 11h.
Et puis l'intérieur du bistrot avec le baby-foot et le billard. Voilà, ça c'était Angoisse. Évidemment, ça l'a fait connaître, mais en même temps, il y avait cet autre travail, un des premiers, mais c'était aussi l'époque qui voulait ça, avec des compositions, c'est-à-dire Édouard Levé comme d'autres embauche des acteurs, et puis avec les acteurs, on les costume, et on refait une scène là de pose de la première pierre, de conférences de presse politique, ou bien des cérémonies comme les communions, les fiançailles, ou des choses de groupe. Et alors pourquoi j'en parle ? Parce que justement, quand est arrivé ce livre dont on va se saisir aujourd'hui, œuvre, je l'ai aussi en poche, il vaut, est-ce que c'est marqué là, 9,50 € dans cette super petite collecte de poche là, de chez POL. Et moi, justement, pour garder celui-ci maintenant à l'abri, je n'utilise plus que le poche quand œuvre a déboulé. Alors, chez POL, c'était 2015, si je ne me trompe pas. On a été pas mal à se dire, est-ce que tu dis, tiens, ce gars, il est de chez nous? Non, tu te dis, tiens, voilà un photographe qui se mêle de littérature, voilà le livre d'un photographe. Et on se plantait radicalement. Et il a fallu du temps, en tout cas pour moi, à faire le chemin inverse. Alors maintenant, évidemment, c'est facile. C'est-à-dire, on a un artiste qui est aussi écrivain ou qui est artiste dans l'écriture. Et est-ce que nos pratiques, ça se divise, ça se sépare comme ça? Ou est-ce que justement, il ne s'agit pas d'un écrivain qui a travaillé dans d'autres disciplines pour aller travailler les frontières de l'écriture? En tout cas, Édouard Levé fait partie maintenant de notre panthéon. Oui, il n'est plus là. Alors, sont venus ensuite autoportraits, allez voir sur le site. Moi, je m'en suis servi combien de fois en atelier d'écriture, et je sais, Antonin Crène et d'autres, que je suis pas tout seul. Je sais aussi que même mes petits montages, parce que c'est des livres à pas mettre dans les mains des collégiens, et puis si tu travailles avec les collégiens sur ce principe-là de notation qui n'ont rien à voir, toi tu as des tennis rouges et t'aimes bien porter des baskets rouges, oui, et puis bon, je ne veux pas chercher des exemples parce que je ne suis pas concentré là-dessus, vous les trouverez, mais je sais que mes petits montages à partir d'autoportraits pour faire écrire, quel bonheur. C'est vraiment un livre classique. Et puis, on a là ce journal qui est aussi intéressant, peut-être plus méconnu, parce que, maintenant on n'utilise plus de journaux papier, mais ils fonctionnent tous encore sur le même truc. Tu as les actualités locales, les actualités régionales, les actualités internationales, il y a la rubrique sport, il y a ce qu'il y aura à la télé le soir, et Kenneth Goldsmith aussi, qu'un jour qui avait recopié intégralement un numéro du New York Times, et ça fait un livre de 400 pages, et c'est vachement formidable. Certes, tu as un journal qui se présente avec 8 colonnes à la une, et puis des chapeaux d'articles que tu vas retrouver page 3 ou page 20, et puis les cours de la bourse ou ces choses-là. Et comment tu le transcris en vecteur linéaire, alors que toi, quand tu passes 40 minutes dans ta journée rituellement à lire le journal, tu en as fait un parcours linéaire et intermittent. T'as pas tout lu. Qu'est-ce que ça veut dire lire? Donc ça, c'est Kenneth Goldsmith avec son New York Times repris et retranscrit. Mais ce qui travaille dans la réinvention de journal par Édouard Levé, c'est bien exactement ces mêmes rubriques de sport, de politique, de météo, de critique littéraire, je crois même, il y a tout et tout là-dedans. Petit bouquin mais qui dérange profondément. Et c'est à peu près tout, parce qu'ensuite il y a Suicide. Je me suis toujours refusé à le lire. Levé raconte par le détail le suicide d'un de ses amis 10 ans plus tôt, qui a donné fin à sa vie selon un protocole très, très particulier et écrit d'avance. Il finit le livre et il s'applique à lui-même le protocole. Et ça, moi, c'est quelque chose... Bon, chacun ses défauts. Moi, il y a un livre d'Édouard Levé que j'ai pas lu. Et puis il y a 2 ans, édition établie, préfacée par Thomas Clair, nous déboule là
500 pages d'inédits. C'est-à-dire tout ce qu'il a écrit pour lui, tout ce qui restait dans son ordi, ce qui est publié par-ci par-là dans une prose diverse. C'est une mine qui fait beaucoup penser aux écrits retrouvés aussi de Christophe Darcos. Ça, on s'en est servi dans le cycle en particulier Carnet, ou dans le premier cycle qu'on avait fait écrire pendant 40 jours, très différent de celui-ci, puisque j'avais cette contrainte là, de vidéo de 20 minutes, écrire pendant 20 minutes. Voilà. Maintenant, œuvre. Il s'agit de quoi avec œuvre? Si je vous demande il y a combien de paragraphes dans œuvre, vous savez tous la réponse. Non, moi je ne la sais plus. 533. Pourquoi? Parce qu'on a 533 textes sous mode de paragraphe bref. De temps en temps, non. Il y a des accumulations qui débordent. Je prends ceci pour ne pas flinguer l'original. Oui, quelquefois, là, je prends 139. Un échafaudage d'allumettes est allumé. Ça fait une ligne. 143. Un labyrinthe peint en l'air, écrémé sur la façade d'un musée, est détruit par les intempéries. Ça fait 2 lignes et demie. 145. Les explosifs introduits dans la copie d'un corps humain en latex se sont mis à feu, les éclats sont accrochés ou l'explosion les a menés. Et puis d'autres fois, c'est un peu plus long. Ah tiens, 328, un portefeuille en acier blindé, une demi-ligne. 330, juste après, des statues hyper réalistes en cire incolore sont anamorphosées par la chaleur du soleil avant d'être exposées. Un jeune personnage, courbé comme un vieillard, un spot de cinéma dont les bords sont repliés vers le centre, une autruche au cou parabolique, un hérisson lisse, une voiture à carrosserie concave, et ainsi de suite. Et je ne vais pas me perdre là-dedans. Par exemple, une des stratégies quand on travaille là-dessus en atelier d'écriture, je me rappelle la dernière fois, c'était un workshop avec les étudiants Camondo, on faisait ça au musée des Arts Déco. Et, tu fais passer le livre, tu dis ouvre au hasard, lis un fragment, passe à ton voisin, ouvre au hasard, lis un fragment, passe à ton voisin, et là il commence à comprendre. Simplement dans ce cas-là, on ne tombe pas sur le tout premier. Un livre décrit des œuvres dont l'auteur a eu l'idée, mais qu'il n'a pas réalisé. Et après on enchaîne. 2. Le monde est dessiné de mémoire, des pays manquent, des frontières changent. 3. La tête de Proust est dessinée sur une page de la recherche du temps perdu. Les mots que raye le contour de son visage forment une phrase grammaticalement correcte. 4. Des mannequins en aluminium de la taille d'un homme sont lâchés de différentes hauteurs d'une grue, métamorphosés par les plis. Ils adoptent la pose à laquelle leur nouvelle morphologie les contraint. Je reviens au 1. Un livre décrit des œuvres dont l'auteur a eu l'idée, mais qu'il n'a pas réalisées. On invente des formes d'art, mais des formes d'art qui ne sont pas forcément des formes traditionnelles, qui sont des rêves, des installations, des questions, puisqu'on n'a pas la contrainte de la réaliser. Et si vous allez au 533, le tout dernier, 533, après avoir publié un livre dans lequel il décrit des projets d'œuvres qu'il n'a pas réalisés, l'auteur en donne des lectures en suivant les injonctions du public, invité à dire les chiffres des paragraphes qu'il souhaite l'entendre lire. La lecture s'achève lorsque plus personne ne lui demande de poursuivre. Donc, un livre qui affirme par sa structure circulaire l'indépendance de chacun des paragraphes, des idées, et que donc la linéarité n'est qu'une proposition parmi les autres. De même qu'on ne vous demande pas, qu'en lecture publique, il n'est pas question d'en lire des extraits que vous auriez choisis ou d'en lire l'exhaustivité, mais de refabriquer une image, constellation, comme le concept, comme au sens conceptuel Walter Benjamin le développe. 203, un litre d'eau est retenu en l'air sous forme de sphère par des souffleries contraires. 98, seul devant la caméra, une personne raconte une histoire irracontable qui finit par être racontée, mais avec tant de difficultés qu'elle reste incompréhensible. Puis ensuite, il en donne 4 ou 5 exemples. Dans un site panoramique est placée une lunette inamovible qui fixe un point du paysage. Lorsqu'il approche son œil, le visiteur voit une grande reproduction photographique du panorama de l'endroit dans lequel il se trouve, accroché à 3 km en contrebas. Alors inventer des œuvres d'art, exercice dangereux. Oui, parce que l'imaginaire, s'il marche comme ça fait un peu comme les images qu'on sort avec, quand on s'amuse avec les outils d'intelligence artificielle. Ça obéit à beaucoup de clichés, de stéréotypes. C'est en partant des questions vers soi. C'est intéressant. Par exemple, dans le quart-livre de Rabelais, à un moment donné, la première île dans laquelle ils arrivent, Médamoti, il y a un marché, une foire. Et dans cette foire, on vend des tableaux.
Mais les tableaux, en devenant marchandises et objets de transaction et de circulation, échappent à leur utilité première. Il ne s'agit pas de quelque chose qui relève de l'art, mais d'une fonction, peindre et représenter, qui n'est pas constituée, comme elle le sera plus tard au XIXe siècle, comme esthétique. Et pourtant, dans Rabelais, là, ce passage est totalement important, puisque cette Tarande, là, c'est-à-dire ce tableau qui représente un animal imaginaire, inconnu, devient une allégorie ou une mise en abîme de ce à quoi va procéder le livre. Plus récemment, prenez Raymond Roussel. Raymond Roussel, avec Locus Solus, on explore un domaine, alors il y a toutes les contraintes d'écriture de Roussel, mais dans ce domaine, les statues, les labyrinthes végétaux, les tableaux, tout est inventé par l'auteur. Et la déambulation dans cette ville-là, dont nous est proposé dans Locus Solus la visite, c'est passer d'une œuvre d'art à une autre. Est-ce que c'est ça si simplement aussi chez Marcel Proust? Bien, on a un écrivain, Bergotte, et on nous parle des livres de Bergotte. On a un peintre, Elstir. Alors évidemment, on peut connaître différentes sources qui ont pu contribuer à Elstir, Manet, Monet, tel peintre anglais beaucoup plus proche. Et puis, si on cherche ce qui est décrit d'Elstir, par exemple, un paradoxe esthétique, c'est-à-dire des peintures là de plage sous des falaises en Normandie, là même où se trouve la visite de l'atelier d'Elstir par le narrateur, parce qu'il veut rencontrer Albertine. Eh bien, l'Estran, c'est une surface de sable mouillé. Est-ce que c'est encore la mer ou encore la terre, ou les deux, ou qu'est-ce que c'est que cette part de la toile, si justement on n'arrive pas à reconnaître si c'est de la terre ou de l'eau. Et on a dans Marcel Proust l'invention de l'œuvre d'Elstir, comme on a l'invention de l'art de la tragédienne, la Berma, qui n'est pas exactement Sarah Bernhardt, comme on nous parle en détail de la sonate de Vinteuil, qui n'est pas non plus telle sonate de violon qui a servi de source et qu'on peut se régaler à écouter. Donc chez Marcel Proust, l'invention d'œuvres d'art sert de support non pas à des personnages artistes comme Bergotte, comme Elstir, comme Vinteuil, et comme la Berma et comme bien d'autres, le poète Octave ou Morel le violoniste, etc., ou Charlus, le baron Charlus, qui lui, il est artiste dans la vie, mais c'est quelqu'un dont l'art, c'est de parler de Balzac et de construire sa vie. Tout ça est très complexe chez Proust, mais ce rapport autonome de l'œuvre d'art inventée est totalement décisif. Et là, moi, je voudrais qu'on se serve de l'invention d'Édouard Levé pour nous mener à ça. C'est-à-dire, lui nous fait 533 invention d'œuvres d'art. C'est-à-dire que si vous allez vous balader dans le manuscrit, je vous donne un petit extrait, mais à toutes celles et ceux qui participent à l'atelier, peut-être vous avez déjà le livre chez vous, tant mieux, à chaque fois qu'on le rouvre, mais je vous laisse aussi vous balader dedans, juste comme ça pour identifier ce qui relève de la photographie, ce qui relève du film, ce qui relève de la peinture, ce qui relève de l'écrit, sur 533, mais on a tout le temps d'en inventer plein. Et par contre, chaque fois, lui, qu'est-ce qui est intéressant? Et c'est là où on va bifurquer sur nous l'utilisation. C'est un dispositif. C'est-à-dire c'est un dispositif avec photographie. Accrocher une photographie sur un mur, c'est un dispositif. C'est pas la photographie en elle-même, c'est le fait de l'avoir accrochée à cet endroit-là. Et si on reprend par exemple les textes que je vénère, les statements de Michael Wiener, c'est-à-dire tu vas au supermarché, tu achètes une bombe de peinture verte, condition qu'elle coûte moins de 5$ parce que c'est une bombe de peinture verte ordinaire, tu reviens chez toi et pendant 4 minutes 40 secondes chronométrées, tu appliques la bombe de peinture verte sur un carré parquet de 80 cm de côté.
Ça, c'est Michael Wiener. Et quand on lit son statement, on a l'imaginaire qui inclut le geste, le processus, depuis l'achat au supermarché jusqu'au chronométrage du geste de bomber, et ensuite. Bon, bah alors lui, évidemment, ça c'est notre petit monde de l'art. Photographie ce qu'il vient de faire et va éditer 20 tirages, là j'ai pas été vérifié avant de venir, de cette image, c'est-à-dire un carré vert bombé là sur entouré de parquets, et puis c'est comme ça qu'il va gagner sa vie. Très bien d'ailleurs. Mais ensuite, quand Wiener, qui a quand même avec tout ça quelques problèmes de sous, doit revendre son loft là dans South Manhattan vers Soho, et que c'est une boutique de fringues, évidemment, qui rachète ça, et que lui trouve un autre atelier à Brooklyn, et que le nouveau propriétaire des lieux qui veut changer ce vieux parquet noirci qui date du 19e et fait installer un parquet neuf, tombe sur l'original, là, du carré peint en vert. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à un ouvrier, avec une scie sauteuse, de le découper, et comme il sait qui est Michael Wiener, puisque c'est lui qui lui a racheté, il fait porter à Michael Wiener, ou lui porte lui-même. Tenez, j'allais pas jeter ça quand même. Et du coup, Michael Wiener, c'est Kenneth Goldsmith qui raconte l'histoire encore, Wiener lui montre ce truc, il dit, qu'est-ce que j'en fais moi? C'est pas ça mon œuvre. Bon, ça c'est un exemple, et je comprends que vous paniquiez un peu, nous on va pas aller prendre des choses aussi compliquées, mais à chaque fois, même si c'est des choses simples, eh bien, cette relation par le temps, l'espace, le geste, ça va être présent. Alors, la consigne, allons-y tout de suite, parce que, quand même, là, il faut que je sauve ma baraque. Vous avez écrit 27 contributions. Je laisse tomber la dernière, parce qu'elle était déjà là, on est dans un triptyque, 27, 28, 29, où il s'agit d'aller puiser dans les contributions existantes, non pas pour les rassembler, mais ça y est, on a lancé, c'est un ébranlement, on a lancé le mouvement qui va permettre d'avoir ces transversales. Il y a une formule de Gilles Deleuze qui m'est toujours restée, c'est en lien énonçable. C'est-à-dire que vous allez prendre dans vos 25 contributions, prologue compris, tel ou tel texte, et j'aimerais que ce ne soit pas 2 ou 3, mais que ce soit 5. Parce que c'est facile, ce que je vais vous proposer. On dira, ce serait nouveau que ce soit facile. Ben ouais, c'est facile. Donc tu prends 5 de tes textes. Dans ces 5 textes, à chaque fois, on va installer une œuvre d'art. C'est quoi? La photo de la grand-mère au-dessus de la cheminée? Ben ouais, pourquoi pas? Ça suffit. Mais dans ce cas-là, au-dessus de la cheminée, il y aura bien comment est le cadre, comment est la photo, il y a quoi sur la photo, pourquoi elle est là, depuis combien de temps. Et puis c'est tout. Mais simplement, on aura choisi une proposition parmi les 25 dans laquelle on va installer quoi? Il suffit de regarder autour de vous. Moi, si je vois là, j'ai ce truc, là, j'ai ce truc. Tiens, j'ai même mon arrière-grand-mère. Vous savez que je vous attrape mon arrière-grand-mère. Voilà, mon arrière-grand-mère, elle était aveugle. Pas encore au moment où la toile a été peinte. Alors c'est quoi? On a trouvé ça dans un garde... Moi je l'ai toujours vu, évidemment, là, accroché dans le salon de mes grands-parents paternels quand même. La peinture à l'huile de la vieille grand-mère décédée en 1965. Ça vous intéresse? Non, pas plus que ça. Mais pourquoi je le montre? Eh bien parce que après un décès familial avec mes 2 frangins, après des questions lourdes de curatelle et tout ça, on était à La Rochelle dans un garde-meuble en périphérie de La Rochelle. Et puis là, il y avait une personne d'ailleurs très polie, respectueuse, qui devait évaluer là ce qu'on sortait du garde-meuble où ces trucs-là étaient restés pendant 15 ans. Puis tout d'un coup, voilà le portrait de l'arrière-grand-mère qui est sorti du garde-meuble. Elle l'a évalué à 5 €. Mais on n'a pas l'intention de la vendre. Puis elle commence à partager les trucs avec mes frangins. Qui tu la veux? J'ai dit, ouais, je l'emmène là. Puis je lui ai dit, puis quand tu la voudras, je te la redonnerai. L'arrière-grand-mère. Le plus bizarre, c'est que j'ai jamais compris d'où c'est venu, mais qu'il y a une signature derrière d'un peintre, Jean Massé. Bon Eugénie Baudin, 1873-1964. Oui, j'ai fait une erreur. Maman, donc c'est mon grand-père, là, qui a pyrolisé après décès, puisque lui a mis là l'année
truc, maman, point. Mais il dit pas, il signe pas Eugène. Par Yvon Massé, 1945. Et donc on n'a pas de signature de la toile, mais le nom du peintre a été rajouté ensuite par mon grand-père. Là, voilà, allez, j'arrête. Qu'est-ce que je veux avec ça ? Eh bien, c'est que ça y est, vous avez fait la première, vous êtes passé à la deuxième. Eh bien, là, dans ce deuxième texte, il y a une toile un peu comme ça, là, dans un coin. Elle est posée par terre, là, comme je viens de poser. Eh bien, ça y est, vous l'avez. Allez, la troisième. C'est quoi dans cette pièce, autrefois, ce dont tu te souviens, c'est que au retour des vacances, on faisait une projection de diapositives. C'est jamais marrant de voir les vacances des autres dans des diapositives qui sont des archétypes de... voilà, ça y est, on l'a. Et c'est quoi l'œuvre d'art ? C'est une affiche posée au mur. Ouais, mais tiens, si tu prends Villeglé qui passait son temps à arracher les affiches, pauvre Villeglé qui est mort il y a 2 ans, sacré bonhomme que c'était. Et puis, prenez c'est quoi dans Histoire de Claude Simon, ou dans Leçon de choses, on en a des affiches qui restent collées au mur. Et ces affiches, si on les décrypte, ça vous en fait 4 ? Ça vous en fait 4. Allez, vous continuez là à explorer. Ce que je veux dire, c'est que il vous en faut encore une. Oh là là, ça devient difficile. Mais là, ce texte que vous aviez écrit, vous y êtes attaché. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a aucune mémoire personnelle. Oui, mais par la fenêtre, on voit la statue du bonhomme là, dans le village. Voilà, ça y est. Et donc, c'est pas des questions de mémoire ou d'autobiographie, comme moi, ma brave grand-mère. Non, c'est... Vous l'inventez, la statue, ou la petite statuette, ou il y avait un livre. Ce livre, c'était le livre préféré, où il y avait une petite bibliothèque, ou bien il y avait cet objet sur la petite bibliothèque. Donc, à vous, là, de reprendre ce texte, cette contribution, et d'installer, là, précisément, ce livre, ce personnage-là dont vous parliez. Il avait un livre préféré ? C'est pas le vôtre, c'est celui du personnage. Voilà. Et vous aurez 5 œuvres que vous aurez associées à 5 de vos textes puisés au hasard parmi les 25. Et on est dans l'invention. Dans l'invention de réel ? Non. On est dans l'invention d'œuvres. Et justement, il n'y a pas de rationalité. Ni dans l'invention, ni dans le fait que vous ayez décidé que ce soit ça que vous allez ajouter à votre texte. Et là, je pense qu'on peut avoir des surprises. Et là, vous allez tout dire, oh, puis c'est avec ça que tu vas nous faire croire que nos textes ils vont se rassembler. Patience. Aujourd'hui, œuvre Édouard Levé, et on essaye ça 5 fois. Et ça m'étonnerait que ça marche pas.